Vous êtes installé à Sens depuis 2008 avec votre épouse et vos 3 enfants. Vous travaillez à Paris comme directeur de projet informatique, donc navetteur comme plusieurs milliers de Sénonais et d'Iconais qui se rendent à Paris quotidiennement pour y travailler. On pourra peut-être en parler un petit peu de ça aussi, les gens qui partent tous les jours à Paris. À tout cela, vous ajoutez que vous êtes joueur de saxophone et que vous courez au bord de l'Yonne. Vous êtes persuadé qu'il faut agir maintenant pour sauver notre environnement et initier un changement de société profond et que cela doit commencer localement par des actions concrètes pour démontrer que la transition écologique solidaire est la solution. Vous avez donc saisi l'opportunité des dernières élections municipales pour conduire la liste Europe Écologie Les Verts, mouvement que vous avez rejoint à l'été 2019. À l'issue des élections municipales de 2020, premier tour le 15 mars, deuxième tour le 28 juin, Covid oblige, vous devenez conseiller municipal d'opposition pour le compte de votre parti avec Delphine Henry. J'ajoute que vous êtes également conseiller à l'agglomération du Grand Sénonais. Mais avant de vous donner la parole et de passer aux questions avec Yannick, j'aimerais vous faire réagir sur une passe d'armes qui a eu lieu au dernier conseil municipal le 19 juin dernier par l'intervention de la conseillère municipale d'opposition Karine Bouvier-Desnos du Rassemblement National, à propos de la programmation des performeurs éco-sexuels lundi Grand Pré, à l'occasion de la soirée de l'Olympisme, qui doit se durer vendredi, dans la cour du Palais Synodal, au prétexte que leur performance serait subversive et déviante. Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence et comment est-ce que vous avez réagi ? Alors, tout d'abord, vous étiez présent au conseil, j'imagine. Oui, j'étais présent. J'essaye d'être présent assez régulièrement. Tout d'abord, je voudrais juste réagir rapidement, faire une petite correction, parce que la liste sur laquelle j'ai été élu, elle n'est pas EELV. Elle était soutenue par EELV, LFI, le PCF, mais c'est une liste citoyenne qui était composée en majorité de citoyens et qui fonctionnait de manière démocratique. Très bien. Je ne veux pas que mes camarades prennent ombrage d'un affichage qui serait pas correct, quoi. Voilà. Concernant préciser, oui. Pardon ? C'était bon de le préciser. Voilà. Concernant la passe d'armes, comme vous dites en question, bon, moi déjà je trouve ça assez secondaire et un peu pathétique. C'est pour le coup symptomatique de la caricature et du côté un peu arriéré des représentants de l'extrême droite à Sens comme ailleurs. En l'occurrence, je connais pas la compagnie en question. Il semblerait qu'il y ait un de leurs spectacles qui ait pu faire polémique à Lyon. En l'occurrence, celui qui devait avoir lieu à Sens était, semble-t-il, tout à fait n'avait rien à voir, oui. Voilà, n'avait rien à voir et ne portait aucune problématique de déviance, comme vous dites. Moi, je suis toujours très inquiet quand on parle de déviance en matière de culture. Je pense que c'est une pente qui est très dangereuse. Donc, il s'agit pas de dire que l'art ou la culture peuvent permettre de faire tout et n'importe quoi, mais ce discours-là, je le trouve arriéré et souvent tendant à des politiques culturelles qui ne sont vraiment pas celles qu'on cherchera à développer de notre côté. Voilà. Après, je pense que c'est vraiment pas un sujet majeur pour notre ville aujourd'hui. Alors dans les sujets qui ont été abordés lundi soir, il y a ce problème de personnel, ce que l'on entend un petit peu à droite et à gauche, les contrats, notamment les contractuels ne sont pas renouvelés, il y a une valse un petit peu de personnel, une façon un peu compliquée de gérer les ressources humaines, dirons-nous. Voilà, est-ce que ça vous interroge la façon dont la ville aujourd'hui gère ce genre de situation ? Oui, bien sûr, ça nous interroge. On essaye d'être à l'écoute quand des situations nous sont remontées qui sont inquiétantes. Je soulignerai que très souvent, les personnels concernés, d'ailleurs, c'est dans les filières où il y a le plus de contractuels et les salaires les plus faibles. Je l'ai rappelé à l'agglomération lors de la présentation du rapport social unique. C'est les filières de la culture et du médico-social. Et bon, je pense il y a très peu de transparence, donc c'est difficile de suivre la réalité de ce qui se passe. On essaye de le suivre au travers des chiffres synthétiques, mais ça ne rend pas compte de toute la réalité.
et après, au travers de cas particuliers, où on nous reproche de porter des cas particuliers devant le Conseil. Mais il y a bien un moment où ce sont des humains qui sont concernés, donc on ne peut pas parler que de chiffres. Je pense que, en fait, ce qu'on voit se traduire dans les faits, c'est la politique qui a été annoncée au moment du budget, que nous avons dénoncée. C'est-à-dire une politique de fort investissement au travers de l'endettement, qui tente d'être masquée par une forme de rigueur de façade qui se concrétise par une réduction de la masse salariale à toute occasion. Ce sont va y revenir. Les valeurs d'ajustement, les variables d'ajustement, la masse salariale, les projets culturels, etc. Alors, oui, mais pas les titulaires, parce que il y a une forme de clientélisme politique aussi à avoir. Les titulaires, ils ont un statut. Oui. Voilà. Mais les contractuels, d'ailleurs, je voudrais à cette occasion, dans le même rapport hier, on a pu voir qu'il y avait une augmentation de 14,5 il y avait une augmentation de 14,5% du nombre de contractuels et un peu moins d'1% du nombre de titulaires. Donc, on génère cette variable d'ajustement aussi en procédant à une conversion progressive de la masse salariale des titulaires, des fonctionnaires territoriaux, vers des contractuels qui sont beaucoup plus malléables. Justement, on parlait de ce projet d'investissement, de ce choc d'investissement, comme l'évoque elle-même la majorité. C'est 52 millions d'euros investis dans les 3 années à venir, 37 millions d'emprunts supplémentaires. Est-ce que là aussi, vous acquiescez, ça vous inquiète? Comment vous voyez en tous les cas ces 3 années à venir avec cette course à l'investissement? Malheureusement, je pense que là, ce dont on parle, c'est pas tant un choc d'investissement qu'un choc d'endettement, en fait. On a une collectivité qui, il est vrai, a une situation financière plutôt saine, et ça, c'est très bien, et il faut en rendre honneur à ceux qui ont pu nous maintenir dans ces conditions. On a vu des municipalités qui pouvaient se trouver dans de grandes difficultés, y compris à côté de nous dans Lyon. Néanmoins, là, le chemin qu'on prend, pour nous, c'est un contresens complet. C'est pas tant que ce soit idiot d'avoir une politique d'investissement, si, ça pourrait être intéressant. Mais cette politique d'investissement, il est important qu'elle soit dirigée vers les priorités, du coup. Parce qu'en fait, on parle de priorité, d'urgence, etc. Mais quelle est la manière de mesurer la prise en compte des urgences? C'est regarder comment le budget est fléché concrètement. Or là, tous les investissements, la très large majorité des investissements, c'est de l'investissement de grands travaux, d'aménagement et de ce que la majorité appelle l'attractivité, qui est une forme de prestige. Ça me rappelle cette vision un peu de sens comme une petite Versailles que pouvait avoir Marie-Louise Faure, sans vouloir forcément l'admettre. Pour nous, les investissements, il y en a à faire, et ce serait intelligent de faire un choc d'investissement, mais sur ce que nous, on estime être les priorités. Alors, c'est quoi les priorités, les vôtres? Vous savez, au bout du compte, elles n'ont pas tellement changé. Ce qui a changé aujourd'hui par rapport aux dernières élections où nous, on les avait déjà portées et présentées, c'est que maintenant, tout le monde a l'air, dans son discours, de reconnaître que ce sont des priorités. C'est quoi? C'est l'adaptation au changement climatique et aux risques environnementaux, dans un sens un peu plus large même. Je pense que tout le monde maintenant touche du doigt la réalité des impacts que ça peut avoir sur nous au quotidien. Dans l'actualité, vous avez vu que les services des espaces verts de Sens sont en train de faire don de 15 000 plants parce que nous sommes incapables de les arroser. Alors en termes d'absence totale d'anticipation, je pense que là on touche du doigt, on touche au sublime. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors, selon vous? Il y a des villes, allez voir à Joigny par exemple, ils ont décidé de ne pas mettre en culture. Donc, ensuite, il faut plus anticiper sur la dette de l'eau qu'on est en train de connaître actuellement, etc. Et puis une politique de l'eau, ça se mène par des investissements. On peut essayer de contrôler le bassin hydrographique, on peut créer de la récupération d'eau, etc. Et en plus, on le voit, il y a la volonté de mettre ça en avant aujourd'hui dans les différents projets. Mais comme c'est anecdotique et que ça représente que à chaque fois 1 pour 1000 des projets, ça n'a pas d'impact. Il faudra avoir une pensée systémique qui mette l'essentiel de l'effort sur ces urgences. C'est de la com, ça, en fait, plus ou moins, on peut mettre ça sur le... Avant, c'était du total greenwashing accompagné d'une façon en plus d'essayer de nous tourner en ridicule parce que nous essayons de porter ces sujets-là en disant que nous voulions planter des tomates, qu'on était des amiches, etc. Aujourd'hui, cette partie-là du discours a un peu disparu puisque tout le monde essaye de faire croire que vraiment il a toujours été écologiste, etc. Mais comme on nous dit, c'est nous les plus grands écologistes, etc. Sauf qu'en fait, pour moi, ça se mesure. C'est facile en politique. On a des budgets d'argent public. Où va l'argent des budgets d'argent public?
quelle part est consacrée à ce qu'on appelle des urgences. Et bien là, si une part importante est consacrée, on peut vraiment parler d'une urgence. Sinon, ça reste de la communication et du marketing politique. Et cette nouvelle municipalité, encore plus peut-être que la précédente, est spécialiste du marketing politique pour moi. C'est un discours. Sur les projets qui sont à venir, bien sûr, il y a les promenades. Ça démarrera quand ça démarrera. Il y a les projets de l'ANRU, la mairie annexe qui est en train de revoir le jour. Voilà, tout ça, vous les accompagnez si les projets vous paraissent corrects et convenables. On serait ravis d'accompagner, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà des discours de façade, là aussi, c'est vraiment une ville de plan façade ici, mais également dans la façon de mener les choses. En fait, on n'est jamais sollicité, jamais informé en amont des projets. Alors, un petit peu plus, c'est vrai que à l'époque de Marie-Louise Faure, ça allait être des questions, mais vous l'anticipez, c'est ça. Mais en fait, assez peu, on a beaucoup d'invitations, etc. Mais par exemple, moi, ça fait 3-4 conseils municipaux que je demande à être reçu par Madame Larcher sur les questions des écoles, où je pense qu'on a un véritable sujet de fond extrêmement important. Jamais je n'ai eu de rendez-vous. Voilà. Alors, il y a du budget qui, en théorie, va être mis pour les écoles jusqu'à 2026. C'est ce qui est dit dans le document. 1 million par an. Et on attend de le voir, parce que là, en fait, dans le réalisé, on a vu que oui, on n'y est pas tout à fait, parce que X, parce que Y, etc. Mais regardez par rapport aux masses de budget. C'est pas une priorité, 1 million par an, c'est un petit début d'effort. Or, on est à un stade où on a laissé les choses péricliter suffisamment longtemps. Plus on laisse les choses se dégrader, plus cela coûte cher et nécessite un investissement important de se remettre à niveau. Allez-y dans les écoles, moi j'y vais, j'ai encore une enfant qui y était l'année dernière, elle est maintenant au collège. Il y a des écoles où la situation est cataclysmique, quoi. Pour vous, les priorités que la ville va engager là, ces grands travaux, c'est pas essentiellement ce qu'il fallait faire? La partie rénovation thermique des bâtiments est intéressante. C'est trop long, juste. Enfin, moi, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est en audit sur les bâtiments? Enfin, c'est quand même surnaturel qu'on n'ait pas une liste des bâtiments municipaux et de leur état. Bon, admettons, ça fait 6 mois, je crois, qu'elle est lancée, l'étude. On espère, on croise les doigts pour qu'elle arrive bientôt. Ça, c'est une piste importante, intéressante, qui en plus, vous voyez, c'est exactement pourquoi l'écologie politique, c'est un chemin intéressant dans les temps où on est, c'est parce que on lance des programmes où on va, par l'investissement, diminuer les coûts tout en essayant de diminuer les impacts écologiques, et donc les effets positifs sont sur tous les plans, vous voyez, y compris d'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais dans les urgences, il y a quand même aussi celle de la justice sociale. Nous, c'est nos deux piliers. Vous voyez, je parle d'écologie, moi, ça me tient fortement à cœur. Et bon, c'est vrai que c'était tellement le parent pauvre que je le portais particulièrement. Mais l'urgence sociale, c'est un autre pilier. On ne fera pas d'écologie si on ne trouve pas une façon de le faire dans la justice sociale et que tous puissent y contribuer à la même hauteur et que ceux qui ont plus de moyens contribuent sans doute plus que ceux qui sont dans la difficulté. Vous voyez, donc. Ces investissements-là, ils sont intéressants. Il y en a d'autres à faire. Vous voyez, la ceinture maraîchère, on commence tout juste à voir un début de projet de quelque chose se apparaître dans les conseils par rapport à une ceinture verte, une ceinture maraîchère qui se construirait autour des boutours, etc. Mais ça fait combien? 15 ans, 20 ans qu'on devrait faire ça? Et nous, quand on en parlait, on était ridicules, on était des amiches, on voulait planter des tomates, vous voyez. Allez, il nous reste 3 minutes. Vous le disiez, le mi-mandat est passé. Il reste encore 2 ans et demi, 3 ans. Comment vous pouvez, alors vous le disiez, on a peut-être un petit peu plus l'opportunité de s'exprimer au conseil municipal. Comment vous pouvez, vous voyez ces 2 ans et demi à venir, comment vous pouvez, on va dire, interagir ou même agir, si c'est possible, au sein de cette ville et de la communauté de communes, puisque le sens n'est plus mettre des clés entre guillemets, ce sont les petites communes. Est-ce que ça aussi, ça perturbe un petit peu les projets que la ville pouvait avoir? Oui, je pense que sous une apparence qui veut être donnée de sérénité, de transfert qui se fait dans la concorde et la bonne entente, il faut pas gratter bien longtemps pour voir que la majorité actuelle, elle est traversée par beaucoup de conflits et de conflits d'intérêts, d'ambition, voilà. Et à l'échelle de l'agglo, ça s'est manifesté par un vote serré qui a abouti à un autre choix. Nous, sur ce qui va arriver là, on aimerait continuer ce qu'on a fait parce qu'en fait, malgré la difficulté à le faire, je pense que depuis 2 ans, on a réussi à utiliser le conseil municipal
comme une chambre d'écho pour porter nos sujets. Alors trop, hein, selon le Rassemblement national qu'on a eu ici, vous avez trop la parole, semble-t-il. Très bien. Peut-être que nous on a des choses à dire, donc c'est vrai que du coup on nous entend plus. Et puis que on considère que la démocratie dans une assemblée c'est de porter un débat, donc c'est vrai qu'on a tendance à le faire. Je pense qu'on a fait notre place, qu'à l'agglomération notamment, on a des débats de plus en plus intéressants avec des maires et des conseillers municipaux des autres communes qui sont pour certains très intéressés par les idées qu'on peut porter et avec qui on a des débats. Ils sont pas toujours complètement d'accord, mais les choses évoluent. À la mairie, malheureusement, j'ai l'impression que c'est plus un jeu de dupes, mais ça nous empêchera pas de porter nos idées et puis de dénoncer les pratiques ou les comment dirais-je, les votes qui nous semblent aller vraiment à l'encontre de ce que nous on porte. Je prends par exemple la subvention qui a été votée là pour les scouts d'Europe, alors dans le même conseil où on votait une charte pour la laïcité. Vous voyez, donc c'est des choses sur lesquelles nous on s'élèvera toujours. Et puis d'aller analyser, poser les questions qui peut-être fâchent, et puis dénoncer cette forme de marketing politique qui est un peu la règle. Et pour ce qui est des 2 prochaines années et puis des prochaines élections, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est être fidèle à notre ADN, même si on est jeune. C'est ça qui nous donne notre légitimité. Je pense c'est cette façon de fonctionner comme un collectif ouvert, citoyen, dans lequel les décisions, les positions sont votées. Et d'ailleurs, on ne sait absolument pas qui sera la personne qui portera la candidature, s'il y en a une, aux prochaines élections, puisqu'on le décidera ensemble par un vote en fonction des paramètres qui nous intéressent. Mathieu Betoun, merci. Et puis on aura l'occasion de se retrouver dans les semaines, dans les mois qui viennent pour évoquer évidemment la vie politique à Sens.